Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce midi-conférence de l'Axe éthique et santé de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval. Donc, moi, je suis Félix Pajot, je suis responsable de l'Axe de plusieurs événements cette année et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir une équipe de la Belgique qui vient nous présenter un modèle fort intéressant. Donc, on s'est rencontrés, César et moi, cet été à l'occasion d'un happening French Connection avec des équipes un peu partout. Puis aujourd'hui, on a le plaisir de revoir César avec une collègue qui vient de nous présenter leur modèle qui m'apparaissait fort intéressant pour nos équipes et il y a certains liens à faire aussi avec du travail qu'on fait au Québec. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, bien sûr, c'est enregistré. Donc, si jamais vous avez des gens que vous connaissez qui n'ont pas pu assister aujourd'hui, on a la chaîne YouTube de l'IDEA qui diffuse les événements a posteriori. Et tenez-vous au courant aussi des événements à venir à l'IDEA via notre site Internet. Ceux qui sont inscrits aujourd'hui vont recevoir des invitations pour les prochains événements. Donc, merci et sans plus tarder, je laisse la parole à nos deux invités. On avait convenu qu'à peu près à 20 minutes de la fin de la première heure, je vais vous aviser. Donc, pour passer peut-être aux questions ou finaliser votre présentation. Donc, on se reparle tout à l'heure. Merci encore et je vous laisse parler. Merci beaucoup, Félix, pour l'invitation. Juste pour être certain du timing qui est à notre disposition, vous nous avertirez 20 minutes avant la première heure, c'est ça? Oui, ben c'est ça, on a à peu près une heure de présentation avec Parfait. 15 à 30 minutes de discussion par la suite. Mais on peut commencer la discussion plus tôt. L'idée, c'est vraiment d'interagir ensemble là, avec les participants. Mais oui, à peu près à 20 minutes de la fin de la première heure de présentation, je vous aviserai. Très bien. Merci Félix pour l'invitation à nouveau. Peut-être on va se présenter parce que notre histoire est évidemment intimement liée avec ce qu'on va vous présenter là tout de suite. Et Cécile, tu es d'accord de commencer par Oui, te présenter bonjour ou tu tout oui, veux que je le oui. fasse? Oui. Non, je peux le faire. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Cécile Boly. Je suis médecin. J'ai d'abord commencé à travailler comme médecin généraliste et puis maintenant comme psychothérapeute depuis une vingtaine d'années. Et j'ai toujours aimé transmettre. Donc, j'ai travaillé, j'ai donné des cours dans la formation d'étudiants en soins infirmiers en kiné, dans le sud de la Belgique, en Ardennes, et puis je suis prof à l'université de Louvain, à la faculté de médecine, et là, j'ai toujours été responsable de ce qui était, éthique, et dans ces 2 fonctions-là, ce qui m'a toujours intéressée, c'est d'essayer de développer des démarches et des outils pour aider les soignants vraiment, à développer, à déployer l'éthique dans leur pratique, et à sentir, à réveiller l'éthicien qui est en eux. Donc voilà, j'ai toujours travaillé avec des schémas, avec des outils, et en essayant de rendre les choses le plus simple possible, mais aussi pour qu'on travaille avec des spécialistes de leur discipline, mais que les soignants ne délèguent pas la réflexion éthique à des experts, mais vraiment se l'approprient, parce que c'est pour moi le fondement du soin. C'est pas quelque chose qu'on doit faire en plus, c'est ce qui fonde notre travail. Voilà. Et donc moi, je m'appelle César Meurice. Je suis historien et philosophe de sciences de formation. J'ai travaillé pendant plusieurs années aux hôpitaux publics de Paris, au centre d'éthique clinique, qui était à l'époque dirigé par une dame qui s'appelle Véronique Fournier, et puis qui est aujourd'hui dirigé par son successeur qui s'appelle Nicolas Fourreur, que vous avez rencontré, Félix et Erika, euh, lors de ma venue, de notre venue à l'invitation de Maria Boutier en mai. J'ai travaillé donc quelques années là-bas, donc j'ai découvert une méthodologie qu'on vous présentera pas aujourd'hui puisque c'est la méthodologie du centre et que l'idée n'est pas de faire un focus sur celle-là, mais bien sûr ce qu'on fait au centre ressort avec la boîte à outils que Cécile, avec beaucoup de personnes au fil de ses rencontres et de ses aventures, a élaboré. J'ai réalisé une thèse de doctorat
sur la question du consentement aux soins pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, et je l'ai faite entre la France et la Belgique dans deux universités différentes. Évidemment, il y avait toute une dimension éthique par rapport à ces questionnements-là. Et puis, le destin est parfois bien fait, et j'ai eu la chance, j'avais déjà croisé Cécile par ses écrits, et puis, juste avant de terminer ma thèse, il se fait il y a un poste qui s'est ouvert, elle était à la recherche d'un profil bien particulier, et il se fait que ce profil me ressemblait beaucoup, et donc, depuis lors, on travaille ensemble, ça fait presque 7 ans maintenant. Et donc, on travaille au sein d'une structure qui s'appelle le Centre Ressort, que Cécile a fondé il y a plus d'une dizaine d'années. Et cette structure est un centre de recherche. Donc, on développe des projets de recherche sur des thématiques éthiques qui nous semblent importantes. Et puis, parallèlement à ça, on développe également des formations. Et dans le cadre de ces formations, on propose notamment de découvrir les outils qui ont été élaborés tout au fil de nos aventures en éthique. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, euh, c'est vous présenter cette fameuse boîte. L'idée, en fait, derrière ceci, c'est de se dire que finalement, l'éthique, comme l'expliquait Cécile, euh, doit pouvoir être appropriée par tout le monde et qu'il y a autant de lieux que de façons de faire de l'éthique. L'idée n'est pas d'avoir un dogmatisme par rapport à une méthode ou une autre. Il y a énormément de méthodes qui existent, des outils qui existent. Parmi ceux-là, ceux qu'on va vous présenter, mais il y en a d'autres. Et l'idée n'est pas de se dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais plutôt de se dire qu'il y en a qui sont plus appropriés, il y en a qui fonctionnent mieux dans certains contextes, avec certaines personnes, en fonction de certaines situations, et qu'en fonction de ça, eh ben, il s'agit de pouvoir les mobiliser, les tester. Et l'idée d'un outil, c'est que tant qu'il fonctionne, eh bien, alors c'est chouette, il fait le job, et s'il fonctionne pas, parfois il faut peut-être l'utiliser autrement ou changer d'outil parce qu'il répond pas aux attentes pour lesquelles on le mobilisait. Donc, encore une fois, ce qu'on va vous proposer ici, ce sont des propositions et elles peuvent vivre, elles sont libres. L'idée est vraiment que, d'ailleurs, elles sont en open access, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder et les utiliser. C'est ça qui nous plaît beaucoup, c'est qu'en fait, ces outils ont leur vie dans différents lieux, dans différents endroits. Et parfois, on a des retours de personnes qui les utilisent de façon très différente et c'est évidemment très enrichissant parce qu'effectivement, ben, ça nous permet de comprendre toute la diversité et l'étendue de la façon dont ils peuvent être mobilisés. Peut-être, Cécile, tu veux raconter un petit peu l'histoire de la construction de cette boîte. Moi, j'ai participé à l'élaboration d'un outil et j'utilise une bonne partie d'entre eux très régulièrement dans différents lieux, au sein de maisons de repos, au sein d'hôpitaux, au sein de structures sociales. Donc vraiment, et même parfois pas dans le secteur médical, on peut utiliser certains outils, ils sont vraiment très aidants. Et donc moi, j'ai surtout une connaissance d'usage, mais peut-être c'est intéressant, Cécile, si tu dis quelques mots de comment est-ce qu'elle s'est construite et quelle est l'histoire de ces outils, si tu veux bien. Oui, merci César. Donc moi, je me suis formée en éthique à l'université de Lille, en France, à un moment où il n'y avait pas encore de formation en Belgique. Et après cette formation, j'ai reçu une bourse pour me perfectionner. Je devais aller à l'étranger, j'ai choisi le Québec, un peu parce que j'avais envie depuis longtemps d'aller au Québec et que c'était l'occasion. Et à ce moment-là, quand on cherchait à rencontrer des gens qui travaillaient en éthique, en fait, c'était dans les facultés de théologie. Et donc, je suis allée à Montréal, entre autres, rencontrer Hubert Doucet, que j'avais rencontré avant ça à Lille, et avec Véronique Grandjean, qui est une infirmière et psychothérapeute, qui s'était formée en même temps que moi. On intervenait, c'était aux alentours de 2000, je dirais. On intervenait dans des équipes, en particulier dans les hôpitaux, et on se rendait compte que c'était très difficile
d'arriver je dirais, une aide concrète si les réunions n'étaient pas structurées. Parce que ce qui se passait souvent, c'est que les soignants étaient là avec une attente, une espèce d'attente de réponse, qu'est-ce qu'on doit faire? Et en fait, c'était les mêmes qui, dans les équipes, tapaient un peu leur poing sur la table et disaient: «C'est comme ça». Il y en a d'autres qui n'osaient pas parler et donc les réunions étaient décevantes et à ce moment-là, en se retrouvant avec Véronique, on s'est dit: «En fait, il faut qu'on structure» et on a utilisé, entre autres, les grilles d'Hubert Doucet et de Guy Durand. J'avais eu l'occasion de rencontrer aussi, mais on avait envie d'aller plus loin, de dépasser l'idée d'une grille, ça nous semblait un peu trop réducteur et c'est comme ça on a construit une démarche et pour nous, ça avait beaucoup de sens de se dire: «On se met en marche, on se met en chemin» et on vous parlera tout à l'heure avec César de cette démarche-là qui pour, une raison particulière s'appelle Girafe, mais voilà, c'était un peu le tout début de l'histoire et il n'était pas question de boîte à outils. Et puis, un peu après, dans l'école d'étudiants infirmiers, on a été en contact avec des Suisses qui faisaient des recherches appliquées. Il était question d'entamer les recherches dans les hautes écoles, en Belgique et le projet qui, moi, m'était assigné, c'était une recherche sur les obstacles à l'interdisciplinarité dans les soins à domicile. Et donc, il y avait 2 ans pour la recherche et j'avais l'impression que je connaissais déjà les réponses et qu'on allait perdre beaucoup de temps et d'argent à chercher. Mais par contre, j'ai eu envie de rassembler des soignants du domicile qui, comme moi, vivaient des obstacles dans l'interdisciplinarité et avec une sociologue, de Bruxelles, on a cherché à développer un outil pour aller au-delà des obstacles finalement et c'est comme ça qu'est né, le premier outil qu'on va vous présenter qui est un guide d'apprentissage du raisonnement éthique. Et puis petit à petit, comme César le disait, on a découvert que des soignants, utilisaient cet outil-là dans des réunions, par exemple, dans des intervisions, et puis, bah, moi, j'ai continué à intervenir souvent en éthique et aussi, dans des formations à l'écoute des soignants et comme parallèlement, j'ai fait une formation en analyse systémique et en thérapie familiale, eh bien, en systémique, on est aussi habitué à schématiser les choses, à essayer de découvrir la circularité qui est à l'œuvre dans des situations et voilà, ça m'a donné envie de continuer à construire des outils, en particulier avec les étudiants en médecine, donc de l'université de Louvain et de l'université de Liège où je co-intervenais avec, Pierre Firquet dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Un petit peu par paresse, là, j'avais l'impression que je répétais toujours la même chose au cours et qu'il y avait peut-être moyen d'aller plus loin en repartant d'une base déjà construite et ça a donné lieu à la construction d'un 3e outil qui est une rose des vents que César vous présentera et donc petit à petit les outils bon alors ils ne se multipliaient pas, mais en tout cas il y en avait plusieurs à l'occasion d'un colloque, que j'ai initié un moment. Je me suis dit que c'était quand même sympa de diffuser mieux ces outils et c'est comme ça qu'est née la boîte à outils de l'éthique que vous voyez sur l'écran. Voilà, c'est un peu en très résumé l'histoire de cette boîte à outils. Merci Cécile. Alors, On peut l'ouvrir. On ne t'entend j'ai tous, hein? voilà, pardon. J'ai pu faire l'expérience dans le cadre de ma venue, une de mes venues au Canada, le fait qu'on n'utilise pas toujours les mêmes termes pour désigner les mêmes choses. Et c'était d'ailleurs très enrichissant et très intéressant. D'ailleurs, en préparant cette intervention avec Cécile, on s'était dit, ah, attention, il faut être vigilant, par exemple, entre les termes de méthode et de méthodologie. Ça recouvre pas toujours les mêmes choses. Et pareil, vous parlez beaucoup d'éthique organisationnelle, d'éthique institutionnelle. Euh,
Donc ici, l'outil Girafe qu'on vous présentera par après, ce n'est pas encore celui-ci. Comme le disait Cécile, c'est une démarche. Moi, j'ai tendance à appeler ça une méthode. Euh, pour le reste, ce sont pas vraiment des méthodes, c'est plutôt des outils, des repères qui permettent de guider la réflexion des professionnels, mais sans spécialement être dans une démarche avec différentes étapes bien définies. Ce premier outil-là, Cécile va vous le présenter. Ce n'est pas, à proprement parler, de mon point de vue, une démarche ou une méthode. C'est davantage tout ce qu'on pourrait appeler un outil, euh, presque un post-it en réalité. Notamment, il y a des personnes qui l'utilisent en le mettant dans la salle des professionnels pour les aider lorsqu'ils ont des questionnements ou des situations un peu difficiles. Et Cécile, je te laisse la main sur celui-là. Il me semble que c'est toi qui devais le présenter, celui-là. Oui, donc celui-ci, c'est l'outil qui est né, comme je vous disais, par rapport à la nécessité de faire une recherche sur l'interdisciplinarité et à l'impression qu'on connaissait déjà la réponse, mais plutôt d'outiller les soignants. Alors, ce qu'on a fait, c'est rassembler un groupe d'une vingtaine de soignants en leur disant, voilà, on a envie de réfléchir ensemble pendant quelques soirées à ce qui nous complique la vie dans des situations avec des personnes âgées à domicile. Et donc, on avait un peu toutes les disciplines du soin qui étaient représentées, y compris des directeurs de maisons de repos. Au Québec, on dit aussi maisons de repos. On parle plutôt de CHSLD, peut-être de centres hospitaliers de soins de longue durée, ou sinon les RPA, les résidences pour personnes âgées, autonomes, Voilà, c'est ça. semi-autonomes. Mm. Ouais, voilà. Donc, heu, on avait aussi des directeurs de telles institutions, des animateurs et des animatrices qui y travaillaient, qui n'étaient pas tout à fait dans le métier du soin, mais quand même complètement liés. Et ce qu'on a fait avec Madeleine Moulin, qui est une sociologue de Bruxelles, c'est demander, aux soignants de faire le récit, de donner des vignettes cliniques finalement de situations qui leur avaient posé problème. On mettait ces situations par écrit et puis on travaillait en sous-groupe et on cherchait ce qui avait provoqué les problèmes. Quels étaient les éléments déclencheurs de la vie du soignant qui avait vécu la situation, mais aussi des autres qui écoutaient le récit assez bref de ces situations-là. On cherchait ce qui avait manqué, ce qui, ce dont on aurait eu besoin pour pouvoir résoudre la situation plus facilement et aussi, ce qu'on pensait quand on était là assis ensemble, autour d'une table, ce qu'on pensait qu'on pourrait faire. Et donc on a fait ça une première fois. On avait, 7 ou 8 situations cliniques qui ont commencé à être analysées et nous, on prenait note de tout ce qui se passait au moment de la synthèse et on demandait d'avoir le récit par écrit. C'était Je souris parce que c'était le tout début de l'utilisation d'internet et des mails, donc on essayait de se débrouiller pour savoir envoyer nos mails, on a fait des progrès depuis. Et puis, la deuxième fois, on a fait la même chose et entre les 2 réunions qui avaient lieu, c'était une fois par trimestre, on cherchait avec Madeleine Moulin, en fait, s'il y avait des choses communes, s'il y avait des questions qui ressortaient de ce qui se passait et on demandait aussi systématiquement à la fin des soirées ce que les soignants allaient déjà pouvoir faire de ce qui avait été, partagé et de quoi ils avaient besoin pour la fois après. Et en fonction de on récoltait toutes ces informations-là. On a fait une 2e soirée de la même manière et à partir de la troisième soirée, on a eu une espèce de grille, plutôt un espèce de tableau sur une feuille, Word, hein, et à partir de cette grille-là, on a continué à voir si tout y était. En fait, nous, on se rendait compte entre les coups qu'on pouvait catégoriser un peu les informations et les questions que nous partageaient les soignants. Et on a eu une espèce comme ça, un espèce de tableau qui était assez intéressant et on a eu la chance de rencontrer une graphiste qui n'avait pas de travail et qui donc disait: «Tiens, si vous avez quelque chose à me faire faire,
ça, ce serait chouette pour moi. Et donc c'est elle qui a fait ce graphique dans lequel en fait on a gardé au centre, la personne dans la situation décrite. Alors pourquoi dire la personne? Parce que les sociologues, ils ne disent pas le patient, ils disent, la personne. Donc on a repris la personne dans la situation décrite, elle est vraiment centrale et on a, listé une série de questions qui concernent cette personne, en mettant en évidence ce qu'elle désire, ce qu'elle refuse et ce qu'elle exprime d'autre. Et puis on a une série de questions, hein, par exemple: «Qu'est-ce que je sais de ses difficultés actuelles?» Quelles sont ses représentations de ce qui lui arrive? Quel sens est-ce qu'elle donne à ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'on connaît de son histoire qui influence ce qui se passe aujourd'hui? Quels sont ses liens à autrui? Et aussi, qu'est-ce que je connais de ses valeurs finalement de cette personne-là? Et puis on s'est rendu compte que d'autres, groupes ou que d'autres personnes évidemment étaient importants aussi dans la situation, les entourages proches, et on a aussi listé une série de questions qui concernent les entourages, la société de manière un peu plus globale, le et puis, la collaboration. Qu'est-ce qui est facile ou qu'est-ce qui est difficile dans cette collaboration par rapport à la personne en question? Par exemple, qu'est-ce que moi je connais des projets des autres intervenants, ou bien qu'est-ce que je connais des valeurs des autres intervenants? Qu'est-ce qui les empêche d'atteindre leurs projets? Ou des choses comme ça. Et on a aussi fait une place à chaque intervenant, à chaque professionnel, pour que lui aussi réfléchisse au sens qu'il cherche à donner à son action, au projet qu'il a dans la situation, mais aussi, par exemple, aux émotions qu'il vit, aux limites qu'il a, à ses propres valeurs. Et on s'est rendu compte que, il y avait des questions qui étaient essentielles, qui sont des questions vraiment systémiques, qui sont au-dessus à droite du tableau. Qui va mal? Qui souffre? Qui demande et qui demande quoi? Pour qui est-ce qu'on demande quelque chose? Et moi, en tant que soignant, qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Et donc on a gardé, toutes ces catégories, et l'outil est devenu, un espèce de guide de raisonnement. Comment est-ce que je peux raisonner? Comment est-ce qu'ensemble nous pouvons raisonner face à une situation complexe? Et en fait, c'est une Québécoise, c'est, Suzanne Laurin, qui a, en entendant on présentait cet outil avec Pierre Firquet, qui est un médecin et professeur à l'université de Liège. Elle nous a entendu présenter ça et elle a suggéré qu'on en fasse un guide d'apprentissage du raisonnement éthique, parce qu'à ce moment-là, dans les facultés de médecine, on travaillait énormément l'apprentissage du raisonnement clinique. Et donc on a cherché à faire un parallèle avec l'apprentissage du raisonnement éthique, et c'est comme ça qu'il est devenu guide d'apprentissage du raisonnement éthique, ce qui faisait gare. Les gares, c'est souvent un lieu où on se rencontre, donc on s'est dit: «Bah, pourquoi pas, on va lui donner ce nom-là». Et en fait, cet outil, il est utilisé, pour des équipes qui se retrouvent en intervision, par exemple, autour de situations complexes. Il y a des équipes d'aide familiale, par exemple, donc des aides de soins qui vont à domicile, chez les personnes en difficulté ou qui n'ont pas suffisamment d'autonomie pour vivre seules. Mais quand elles ont des intervisions, il est fréquent qu'elles utilisent, un outil comme celui-là. Dans les maisons de repos aussi, on l'utilise beaucoup, et il y a même un des directeurs de maisons de repos qui a participé à l'élaboration de l'outil. Il nous a toujours dit que lui, il l'avait agrandi en format A3, il l'avait plastifié et il l'avait comme sous-main sur son bureau. Et comme ça, quand il avait, par exemple, une famille qui venait, avec des difficultés, avec des reproches à faire, i en écrivant ce que la famille disait, en même temps, ça lui permettait de regarder les questions et de se souvenir de questions qui pouvaient être intéressantes à poser pour essayer d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on a l'impression que c'est un peu un post-it et qui nous rappelle des questions
qu'on a peut-être oublié de poser ou de se poser et qui sont en fait une invitation à retourner auprès du patient, de la personne âgée, auprès de nos collègues, pour aller leur poser auprès des proches, pour leur poser certaines questions qui vont nous aider à mieux comprendre pourquoi on est face à une difficulté. Donc, c'est une manière d'aborder des questions éthiques à partir des déclencheurs de ces difficultés, en essayant de comprendre, mais tiens, est-ce que je me suis suffisamment soucié de la manière dont les autres vivent la réalité que moi je décris à ma façon, mais d'autres ont d'autres indications à donner. Donc voilà, ça vient soutenir, je dirais, un dialogue autour d'une situation complexe. Mais on voit donc bien qu'on n'a pas de réponse, on a plutôt un certain nombre de questions qui sont proposées et qui ne sont pas exhaustives évidemment, hein, mais qui permettent d'aller plus loin, de parler de soi aussi en tant que soignant, de ses limites, de ses émotions, de ses valeurs et on n'a pas toujours l'habitude de le faire, donc c'est un soutien par rapport à ça. Voilà, À je chaque pense je sais fois, pas César si tu as des choses à ajouter? mais sur cet outil-là, je ce que j'aime bien, c'est on le présente toujours de manière complémentaire et moi, quand je pense à cet outil, et c'est ma façon de m'y rapporter, je le présente souvent comme si, hem, c'était, c'était les questions de l'éthicien, mais qui ne serait pas là. En fait, pour clarifier mon propos, en Belgique ou en tout cas, Cécile et moi, on utilise peu ce terme d'éthicien. On ne se considère pas vraiment comme étant des éthiciens. Pour nous, l'éthique, en fait, ce qui a valeur éthique, c'est toujours le processus collectif, c'est la réflexion collective qu'on élabore autour d'une problématique. Et il n'y a pas vraiment de détenteur de l'éthique. Il y a des gens qui connaissent des méthodes, il y en a qui ont des habiletés pour pouvoir plus facilement identifier des valeurs, identifier les tensions, les systèmes dans lesquels ça s'implique, mais in fine, personne n'est détentrice des bonnes réponses. Et bien souvent, comme l'expliquait Cécile, le travail de l'éthique, c'est de poser des bonnes questions. Et les réponses, pour autant qu'il y ait des bonnes réponses, c'est aux professionnels, aux personnes sur le terrain de les trouver. Notre rôle, dans le cadre de démarches éthiques, c'est rarement de donner des solutions, c'est plutôt de poser des questions qui amènent bien souvent vers d'autres questions ou sur une autre manière de se rapporter au problème. L'objectif n'est pas toujours, ou très rarement même, de trouver des réponses. Et ce que je trouve intéressant dans cet outil-là, c'est que finalement, ben, voilà, les personnes qui aident à poser des bonnes questions, elles n'ont pas le don d'ubiquité, elles peuvent pas être partout en même temps. Et dès lors, ce petit outil-là permet quelque part de poser les questions que probablement une personne qui s'inscrit dans une démarche éthique amènerait. Et donc, ça fonctionne assez bien. Et comme le dit Cécile, il y en a qui l'utilisent comme dessous, dessous d'ordinateur ou dans les postes de soins et des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une liste de questions qui permettent de baliser, il nous semble, des choses essentielles. Encore une fois, pas nécessairement de manière exhaustive, mais ça permet quand même de bien cadrer un problème pour essayer de l'approcher, l'aborder de manière la plus complète possible, euh, avec les différents points. On ne t'entend plus César. César, on n'entend plus. Réactiver le son. Vous m'entendez? Ah, maintenant ça va. Ok, par contre, j'ai trop avancé. Voilà. Ouais. Est-ce que tu veux bien revenir une minute parce que ce que tu as dit, une minute à l'outil précédent, oui, parce que ce que tu as dit me permet d'ajouter que, je pense que dans l'éthique, il y a, ce qui nous occupe aujourd'hui, qui est la partie des situations complexes et de l'aide à la décision, de la réflexion et de l'aide à la décision qui est nécessaire. Mais il y a pour moi l'autre partie de l'éthique qui est la sensibilité à l'autre et qui est dans l'éthique ce qui s'exprime
comme Francisco Varela le dit, dans le faire-face immédiat. Et donc, c'est le moment de rencontre avec l'autre qui contient déjà cette dimension éthique. Et donc, pour moi, l'écoute est un préalable à l'éthique, un préalable indispensable à l'éthique. Et ici, en venir à ces questions-là, c'est renvoyer les soignants à retourner écouter le patient, les proches, les collègues, et c'est remettre justement cette posture d'écoute au centre de la démarche éthique. Parce que même quand on est du côté de l'aide à la décision, si on n'est pas d'abord, si on ne s'est pas d'abord formé à écouter l'autre en profondeur, on va jamais être dans une démarche éthique puisqu'on n'aura pas entendu de quoi il s'agissait. Donc, commencer par un ensemble de questions, c'est aussi rappeler que tant qu'on n'est pas à l'écoute de l'autre, on ne peut pas être dans une démarche éthique. Voilà, merci pour le petit retour en Avec arrière. plaisir. C'est vraiment quelque chose qui nous semble essentiel. Évidemment, la présentation des outils, c'est aussi l'occasion de vous partager comment est-ce qu'on se rapporte à cette question de l'éthique. Et effectivement, l'écoute nous semble essentielle, puisqu'effectivement, comment, quelque part, euh, euh, prétendre répondre à des questionnements ou à des difficultés que rencontre une personne si on ne comprend pas quelque part ce qui fait problème de son point de vue. Et donc, la première chose, avant même d'élaborer éventuellement des pistes de solutions, c'est d'abord de comprendre ce qui fait problème, c'est-à-dire être le réceptacle d'une difficulté, parce que si on ne comprend pas ce qui fait problème de la part du point de vue des principaux intéressés, le risque, c'est ce qu'on met en place réponde à côté finalement de ce qui importe à la personne. Donc quelque part, c'est un préalable à l'éthique, comme l'expliquait Cécile, que d'être dans une posture d'écoute de l'autre. Et d'ailleurs, on pousse la chose en disant que effectivement, l'écoute de soi est un préalable à l'écoute de l'autre. C'est-à-dire que pour pouvoir bien écouter l'autre et bien être réceptif à ce qui fait problème pour lui, sans quelque part projeter des choses qui m'appartiennent, régler des choses qui sont en lien avec mon histoire, avec d'autres situations, etc. Il s'agit d'être réflexif avec ce que j'amène, avec la façon dont je me présente à l'autre, la façon dont je suis avec lui. Et donc l'idée vraiment, pour être dans une bonne posture d'écoute, et donc celle-ci étant un préalable à l'éthique, il faut presque être dans une posture de retrait. Et donc, ça demande beaucoup d'humilité. En tout cas, c'est comme ça qu'on pense que la pratique de l'éthique est la plus ajustée. Alors, je ne sais pas combien de temps est-ce qu'il reste parce qu'on parle beaucoup et c'est très bien, on est invité pour ça, mais l'idée c'est quand même qu'on puisse faire le tour et je voudrais savoir, Félix, combien de temps il nous reste parce que peut-être qu'on peut passer plus vite sur certains outils parce qu'il me semble quand même que l'outil Girafe, il est nécessaire qu'on prenne un peu plus de temps que les autres. Je dirais Combien de temps? oui, à peu près 25 minutes. Un petit peu moins que 25 minutes. Ok, d'accord, merci. Alors, vous voyez, tout ici, c'est plus du tout sous une forme, sous des formes de questions. Ici, c'est davantage schématisé. Et vous voyez, au cœur de l'outil, il y a le ça ne va pas. En effet, l'éthique, elle intervient quand? Elle intervient lorsqu'effectivement, il y a une tension, il y a un nœud, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le travail de l'éthique. L'éthique n'intervient que dans ce type de situation, c'est quand il y a quelque chose ou que quelqu'un considère qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on a remis ce triangle que vous allez retrouver ailleurs dans d'autres outils avec le je, tu, il, donc ma posture moi, la posture de la personne à qui je m'adresse et puis la dimension plus collective. Et puis après ça, vous voyez quelque part les différents angles, oui, façons d'appréhender un problème qui permettent de pouvoir l'éclairer de manière la plus complète possible. Alors encore une fois, ici, ça n'a pas une prétention, une visée à être exhaustif, mais généralement, on balise quand même relativement bien les différentes façons d'appréhender un problème. J'aime beaucoup cette image d'Amartya Sen qui disait, ben voilà, il y a une montagne et cette montagne, ben, il y a un versant, il y a de la neige et un autre versant, il n'y a pas de neige. Et puis il y a un versant où elle est très escarpée et de l'autre, elle l'est beaucoup moins. Et
en fonction de l'endroit où on se situe autour de la montagne, on voit la même montagne, mais on la comprend et on se la représente pas de la même manière. Eh ben, c'est un petit peu l'idée ici, c'est de se dire que pour bien comprendre un problème, pour bien comprendre une situation, une difficulté, eh bien, il faut essayer de l'observer des différents angles possibles. Et ici, c'est ce qui est proposé, c'est-à-dire de comprendre la situation au niveau du contexte relationnel, quelles sont les interactions entre qui, entre quels participants, entre les soignants, les soignés, les proches, l'équipe qui entoure tout ça, quelle est la dynamique familiale, donc vraiment toute la dimension relationnelle, quel est le vécu personnel des différents intervenants en termes de ressenti, d'émotions, mais aussi d'histoire de vie, d'expérience, éventuellement de souffrance. Que nous disent finalement les réflexions, la réflexion philosophique qui peut entrer en ligne de mire, donc quel est le sens de l'action, l'essence de l'action portée par les différents acteurs, quels sont ses fondements, qu'est-ce qui est porté, quelles sont les valeurs qui sont en jeu. Et puis forcément, ben, tenir compte de la dimension juridique et déontologique, les recommandations de bonne pratique, etc., mais aussi tout le cadre institutionnel, quelle est la ligne de l'institution, quelles sont ses valeurs, comment est-ce que les choses sont régulées spécifiquement dans cet endroit-là. Donc ici, parlerait plutôt d'éthique méso, je dirais, et macro, effectivement, les lois, les codes, etc. Et puis, ben, ça, c'est le minima scientifique, c'est-à-dire qu'il faut toujours proposer des soins en fonction des meilleurs standards qui sont actuellement à notre disposition. Donc, effectivement, c'est interroger sur les ressources qui sont à disposition, quel est l'état des savoirs sur telle et telle problématique. Et puis, enfin, tout ceci s'inscrit dans une dimension évidemment socioculturelle et économique avec toute la dimension de la sociologie de la santé, la dimension économique, la santé publique, et puis plus largement des milieux culturels qui sont variés, des croyances, des convictions que chacun peut porter. L'idée évidemment de se dire que dans le cadre du pluralisme culturel, eh bien, on a différentes représentations de ce que peut être le bien ou une bonne façon de conduire sa vie et de faire ses choix, et que chacun est légitime de son point de vue pour choisir pour lui-même, voilà, c'est la façon dont il a envie d'être accompagné. Est-ce que Cécile, tu veux compléter la présentation de cet outil? Oui, merci César. Et je voudrais juste montrer ce qu'on n'avait pas vu au départ, mais qu'on a vu grâce au graphiste une nouvelle fois. C'est qu'en fait, il y a trois angles de vue qui sont des angles de vue venant du collectif, qui sont en bas et à droite, plutôt bleuté. Et puis, il y a trois angles de vue qui concernent plutôt l'individu chaque fois, même s'il y a un partage là autour aussi. Donc ça permet de voir aussi que les 2, je dirais les 2 se rejoignent autour de la question du «ça ne va pas». En tout cas, ça ne va pas à nouveau, ce n'est jamais qu'une partie de l'éthique, celle où il y a une situation complexe, mais à nouveau, comme ça nous renvoie au vécu personnel et au contexte relationnel, on s'en va du côté de l'écoute. Alors cet outil-là, il a été vraiment construit avec des étudiants en médecine et des étudiants en soins infirmiers, et eux, ils l'aiment bien parce que quand ils ont une situation où ils sentent confusément, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est une manière déjà de voir: «Tiens, mais où est-ce que moi j'ai l'impression que ça pose problème, moi en tant que professionnel ou que jeune, bientôt professionnel?» Et voilà, ils voient ce qu'ils doivent aller un peu creuser pour essayer d'apaiser, je dirais, ce qui ne va pas, et de proposer des pistes d'action. Ah, je vais dans le mauvais sens. Alors, on arrive ici à la fameuse démarche dont on vous avait parlé. Cette démarche-là, elle est utilisée dans ce qui a été appelé les groupes girafes. Cécile vous expliquera tout de suite pourquoi girafe. Donc, il y a différents groupes qui existent en Wallonie et à Bruxelles, euh, et puis qui utilisent la méthode telle qu'on va vous la décrire aujourd'hui. Ceci étant, il y a d'autres lieux, par exemple l'hôpital Bruckmann, qui est un hôpital universitaire à Bruxelles,
qui a créé sa propre méthodologie, et une part de cette méthodologie s'inspire très fortement de cette démarche-là. Donc c'est pour vous dire que il y en a qui l'utilisent telle quelle, et évidemment il y en a d'autres qui se l'approprient, qui se la transforment et qui la modulent pour répondre aux enjeux et pour essayer voilà, de pouvoir s'appliquer comme cela leur semble être le plus ajusté. C'est important pour moi de vous dire ça parce que c'est une démarche qu'on a mise en place depuis 2, 3 ans là et qui fonctionne très bien à l'hôpital Bruckmann et que je l'avais présenté notamment dans le cadre de ma venue en mai. Donc ça s'inspire bien de cette démarche d'aide à la décision en 4 temps qui elle-même s'inspire, vous voyez, la circularité et le mouvement qui existe pour, moi je trouve assez fascinant et merveilleux, qui s'inspire de la grille d'Hubert Doucet. Alors, cette méthode-là, elle se déploie en 4 temps, comme son titre l'indique. Et si ça te va, Cécile, je commence avec la question du récit, après ça, je te donne la main. En réalité, l'éthique, on l'a dit, Cécile l'a rappelé, ben effectivement, il y a la question de l'aide à la décision, et puis il y a la question du rapport inter-individuel, la façon dont on se présente et on est chacun dans une relation de soins. Mais quand on s'inscrit dans une démarche d'aide à la réflexion et à la décision, et c'est pareil de l'autre versant aussi, c'est qu'on part toujours d'un récit, que ce soit un récit oralisé ou un récit écrit. Finalement, le matériau premier du travail éthique, c'est de partir d'une histoire, d'une situation. Euh, et dans le cadre de cette démarche-là, ce qui est prévu, c'est que le récit soit coécrit avec un intervenant et les professionnels qui mobilisent, qui demandent quelque part au groupe éthique de déployer son travail autour de la situation. Euh, c'est intéressant ici de constater que le choix qui a été fait, c'est de proposer un récit écrit en collaboration avec les professionnels. Évidemment, il y a d'autres lieux, d'autres façons de faire. Par exemple, je faisais écho à la méthode Bruckmann là tout de suite, où il n'y a pas nécessairement euh, un récit écrit uniquement avec les professionnels, mais un récit qui est basé sur une rencontre avec les patients, une rencontre avec les proches et avec les professionnels. Donc, encore une fois, il y a différentes manières de faire. Et juste à titre exemplatif, euh, au centre de la PHP, ils ne font tout simplement pas de récit écrit. C'est uniquement un récit oral. Donc, ils n'ont pas de support écrit. On se rend compte quand même que le fait de mettre par écrit est déjà une étape essentielle à l'éthique. Parce que bien souvent, il y a énormément d'éléments qui sont dispersés et qui, là, lorsqu'on essaie de s'ajuster et de s'accorder pour mettre une cohérence et une temporalité dans ce qui s'est passé, bien souvent, ça dénoue déjà beaucoup de choses et c'est déjà très aidant. Par ailleurs, c'est une chose d'oraliser une difficulté, c'est autre chose de l'écrire. Et les deux peuvent avoir des apports différents. Et donc, il me semble que c'est une démarche importante que de passer par l'écrit d'une situation parce que ça donne à voir et ça offre déjà beaucoup d'avantages, notamment une cohérence ou en tout cas une compréhension. On essaye la plus partagée possible de ce qui est susceptible de faire difficulté. La nécessité ici, Cécile et moi avons écrit un petit article là-dessus. Si vous voulez, on vous le partagera. C'est les différents, quelque part, critères. Qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'un récit éthique puisse être voilà, le, le plus aidant possible pour se mettre au travail par après. Il y a évidemment la question de viser la neutralité, de parler uniquement de faits, de ne pas être dans les jugements de valeur, de ne pas chercher déjà des pistes de solutions. Donc, voilà, il y a toute une série de critères. Si vous voulez, on pourra vous le partager. Cécile, je te laisse la main pour la suite et au moment où ça te semble opportun, je reviens dans... Euh, Merci César. Je voudrais compléter en disant que dans la démarche girafe, donc la démarche girafe, euh,
elle complète un peu les grilles, on l'a dit, d'Hubert Doucet, de Guy Durand, et aussi tout le travail de Georges Legault, que vous connaissez sans doute bien, de Sherbrooke, et je pense qu'il travaille à Laval aussi, qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup aidé dans toute l'évolution de ma réflexion en éthique et dans les outils. Le récit de Girafe est souvent écrit en lien avec le patient aussi, puisque très souvent, pour écrire le récit, ce qui est intéressant, c'est que les soignants vont poser des questions aux patients ou aux proches, et on a parfois des ateliers Girafe qui se font à partir d'un récit qui est écrit par un proche, et qui vient lui-même aussi présenter la situation donc du patient qui est son proche, son mari, son fils ou voilà, et la situation est présentée par lui. Alors ce qui est très important pour nous dans ce récit, c'est il ne soit pas encore question, pas du tout, d'enjeux éthiques ou de questions éthiques. Il y a des méthodes où on demande d'emblée quelle est la question éthique. Nous pensons que si la question éthique elle était connue, il n'y aurait pas besoin d'un atelier d'aide à la décision, et que c'est en analysant la situation qu'on va arriver à poser ces questions. Donc, quand le récit a été lu, et César a déjà insisté sur le fait qu'il l'importance de son écrit, ne fût-ce que pour ne pas oublier d'éléments comme on l'a déjà vécu quand il était uniquement oral. Girafe, j'ai oublié de dire, pardon, c'était groupe interprofessionnel de recherche, d'aide à la décision et de formation en éthique clinique, donc c'est les initiales Girafe. Euh, ce que Girafe amène en plus par rapport aux grilles qui existaient, c'est aussi le deuxième temps qui est le temps de l'accueil des émotions et parfois des jugements, mais jugements qu'on demande aux participants de transformer, de passer de il ou elle à je. Donc, pas, ben, c'est toujours la même chose avec ce médecin-là, il fait toujours comme ça, mais de passer à l'émotion que ça me fait de travailler avec quelqu'un qui agit de cette manière-là, et donc d'entrer dans sa propre subjectivité et de s'engager quelque part dans la démarche. C'est un temps où on s'arrête vraiment, on ajoute ce temps des émotions parce qu'on fait le pari que si on garde des émotions difficiles à vivre, on risque de chercher des pistes d'action ou de solutions qui viseraient surtout à résoudre nos propres émotions plutôt qu'à aider le patient dans la situation qu'il vit. Personne, évidemment, n'est obligé de partager ses émotions, mais on demande à chacun, en tout cas, d'en prendre conscience et quelque part de les déposer ainsi pour pouvoir passer au troisième temps de la démarche, qui est ce qu'on appelle la prise de distance. Alors, dans cette prise de distance, on travaille en sous-groupe de 3, 4, 5 participants, et fidèle à Hubert Doucet, on va créer 3 scénarios. On va chercher à créer 3 scénarios. Pourquoi 3? Pour éviter d'être dans l'opposition, oui ou non, blanc ou noir. Il faut avoir un troisième scénario. Alors ici, ce qui est le plus important pour nous, c'est de ne pas chercher le scénario qui va gagner, de ne pas chercher le scénario qu'on croit absolument qu'il faut déployer après, mais de chercher les scénarios qu'on a envie d'analyser parce qu'on essaye de comprendre les valeurs qui sont en jeu dans ces scénarios-là. Et donc, on a l'habitude de proposer, de dire, n'oubliez pas les scénarios un peu fous, c'est-à-dire des scénarios parfois qu'on n'oserait pas dire qu'on a pensé à ça, qu'on a imaginé qu'on pourrait faire ça. Et je vais vous en donner un tout petit exemple parce que je trouve que c'est remarquable. On a eu une année une situation qui concernait une patiente âgée de 75 ans qui était dans une institution psychiatrique et qui s'était fracturé le fémur. Elle avait excessivement mal, elle criait de douleur, mais elle ne voulait pas se faire opérer. On a beaucoup cherché à l'influencer dans cette institution, elle continuait à refuser
et les médecins se demandaient si on pouvait donner de l'importance à son refus, parce qu'elle avait un diagnostic de schizophrénie. On n'était pas certain qu'elle comprenait les conséquences de son refus. Et le scénario fou qu'un sous-groupe a créé, c'est de lui offrir des cours de danse en se disant, ben, si elle aime danser, pour pouvoir à nouveau danser, elle acceptera de se faire opérer. Tout le monde a ri en se disant, oui, mais ça, c'est vraiment pas la réalité. Et 3 mois plus tard, à l'atelier suivant, quand le médecin est revenu avec ce qui s'était passé, en fait, il nous a expliqué que l'institution avait engagé un jeune animateur sportif dont la patiente est devenue amoureuse et pour pouvoir faire du sport avec lui, elle a accepté de se faire opérer. Donc ça veut dire que le scénario qui semblait complètement, fou justement, c'est le scénario qui a été le plus proche de la réalité. Et pour nous, c'est vraiment intéressant d'être alors dans de la créativité éthique et pas d'être dans une certaine rigidité ou d'avoir des œillères ou d'avoir peur d'oser un peu ouvrir les pistes. Et donc, pour chaque scénario, ce qu'on fait, c'est analyser les conséquences qu'il y aura et surtout les valeurs, valeurs qui sont respectées, valeurs qui sont négligées. Et puis, à partir de là, on commence à mieux comprendre dans les dilemmes entre les valeurs, quelle est la question éthique ou quelles sont les questions éthiques que la situation pose. On fait alors un petit compte rendu en grand groupe avec ce que chaque sous-groupe a analysé. Et ce qui est particulier à la démarche girafe, c'est aussi le quatrième temps, qui est un temps de partage du changement. Alors pour nous, c'est vraiment important et ça vous permet de voir que le temps 1 et le temps 3, en fait, ils sont opposés l'un à l'autre. C'est 2 temps qui concernent le patient et ses proches, le patient dans sa situation. Le temps 2 et le temps 4, ce sont des temps qui concernent davantage les soignants. Et l'idée du partage du changement, c'est un peu la philosophie du compagnonnage, les compagnons du Tour de France, qui, quand ils veulent devenir compagnons, doivent créer un chef-d'œuvre qu'ils vont présenter pour être reçus compagnons, mais en même temps, il est évident que c'est eux-mêmes qu'ils créent, c'est leur propre être, leur propre intériorité qui contribue comme ça à créer. Et ce qu'on veut montrer dans la démarche girafe, c'est en s'arrêtant une nouvelle fois sur les émotions qu'on a en fin d'analyse, et on compare avec ce qu'on vivait juste après le récit, on fait un peu un arrêt sur image sur l'idée que quand on est soignant et qu'on essaye de travailler vraiment avec qualité, de participer à la meilleure décision possible pour le patient, eh bien, c'est aussi soi-même en tant que soignant qu'on construit. Et donc, quand on voit que quelque chose s'apaise en nous, que quelque chose s'ouvre au moment où on travaille avec une réflexion éthique, ça donne envie évidemment de poursuivre son travail et de le poursuivre de cette manière-là. Et alors, depuis 2015, on a rajouté 2 temps qui sont aussi pour nous importants, mais comme le 6 n'est pas aussi symbolique que le 4, on a gardé 4 temps de l'éthique, mais avant le temps du récit, on a un bref temps de silence qui est plutôt un temps de méditation pour déposer un peu tout ce qu'on a vécu avant et voilà, se préparer à un travail d'analyse d'une situation d'éthique. Et le temps après le partage du changement, c'est un silence qui nous invite à l'humilité, en se disant, voilà, on a fait ce qu'on a pu, on a proposé ce qui nous semblait juste, mais qui sommes-nous pour savoir mieux que l'autre ce qui est bon pour lui? Et donc, on revient à l'humus, à l'humain et à l'humilité. On sait que pendant que nous, on travaillait, la situation évoluait sans doute et que voilà, c'est peut-être tout à fait autre chose qui se passe et ça nous aide à terminer, la réunion comme ça. Et ça me permet de dire qu'on utilise parfois Girafe en urgence, aussi plusieurs fois on l'a fait dans des maisons de repos ou pour des médecins généralistes et on l'utilise parfois pour relire une situation qui est terminée, mais pour laquelle les soignants ont
ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui perdure, et que donc ça vaut la peine, en analysant les valeurs, d'essayer de comprendre pourquoi on est encore mal à l'aise ou troublé par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, je Peut-être, pense, le principal pour Girafe. ouais. Merci Cécile. Juste deux petites remarques qui viennent compléter ou peut-être formuler autrement une partie de ce que tu as dit. En tout cas, moi, il y a deux choses que j'ai envie de vous partager. C'est le fait que, en réalité, c'est très impressionnant de voir, grâce à ces temps d'arrêt, de réflexivité, de voir avec quoi est-ce que je viens, quel est l'impact qu'a la situation sur moi. euh, et puis de voir éventuellement les jugements spontanés qu'on peut avoir, quelle réponse je donnerais comme ça, de manière spontanée à cette difficulté-là, et de voir comment le travail collectif, comme tu le disais, Cécile, euh, me transforme potentiellement. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment super impressionnant de constater parfois qu'il y a certaines personnes qui, face à une situation, disent, mais enfin, évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Ou bien, au contraire, qui disent, bon alors, par rapport à ça, moi, je suis complètement paumé. Et qui, à la fin de l'exercice, se disent, par exemple, la personne qui avait une certitude très claire sur ce qu'il s'agissait de faire, eh ben, a peut-être beaucoup évolué par le travail collectif. Et c'est ça que on trouve particulièrement fort dans ces processus-là, c'est que ça appelle à l'humilité et que ça transforme un petit peu nos rapports avec la certitude ou l'incertitude. Par ailleurs, le fait de travailler en sous-groupe autour de questions sur base des scénarios, ça permet, selon moi, d'éviter un phénomène bien connu. C'est que quand on est en grand groupe, mais parfois il y a l'une ou l'autre personne qui prennent le lead ou qui prennent plus de place que d'autres ou dont les arguments prennent, voilà, emportent l'adhésion d'une majorité. Et on sait bien, l'humain est ainsi fait que il va au plus rapide vers les solutions. Et donc, finalement, quand on trouve une solution et qu'elle est partagée ou des arguments qui nous conviennent, ben, souvent, on ne cherche pas ailleurs d'autres choses qui pourraient s'ouvrir. Et dès lors, le fait d'être en sous-groupe permet de limiter cet effet de contagion, je dirais, cet effet de paresse éventuellement qui peut exister dans tout un chacun, parce qu'on est tous un peu comme ça. Enfin, je pense, c'est pas un jugement, mais quelque part, j'ai l'impression que le fait de travailler à distance permet à des idées différentes d'émerger. Il y a quelqu'un qui n'a pas son micro fermé, c'est pas très grave. Et du coup, ça permet évidemment beaucoup plus de créativité parce qu'effectivement, on ne colore pas l'entièreté du groupe dans le cadre de la réflexion parce que c'est fait à distance. Et après ça, la mise en commun, mais dès lors, vous imaginez trois sous-groupes avec trois scénarios à chaque fois possible, ça ouvre tout un éventail de possibilités. Alors évidemment, des scénarios qui se recoupent, mais avec des modalités complémentaires, des modalités qui s'enrichissent les unes les autres. Et dès lors, ça donne des choses parfois très complètes, très aidantes. Et donc voilà, je voulais partager, compléter ceci. Voilà, l'effet que peut avoir ce type de démarche individuellement et collectivement sur les personnes. On pourra, si vous voulez, Alors, je aussi sais les qu'on a... références. Hein. Ouais. Je voulais dire, on pourra aussi donner les références d'un livre qui a été écrit par rapport à la démarche qui s'appelle L'éthique en chemin et qui la détaille davantage. Tout à fait. Je vous invite vraiment à lire ce bouquin. Cécile ne va pas le dire, mais il est co-rédigé par Cécile et Véronique Grandjean. Oui, oui, oui. C'est avec elle? Oui. On n'a plus beaucoup de temps, donc je ne sais pas, est-ce on passe, je les présente rapidement et après ça, vous pourrez les explorer. De toute façon, la boîte à outils, il faut bien que vous sachiez, à part cet outil-là, qui s'appelle Apaiser la souffrance éthique, la boîte à outils, donc vous avez vu tout à l'heure la première face, dans le livret, il y a à chaque fois l'historique, euh, quelque part la façon dont on vous invite à le mobiliser, mais en même temps ça reste très libre, et toute une partie qui vous propose, si vous voulez aller plus loin, toute une liste de références ou oui, de références qui vous permettent effectivement de poursuivre la réflexion si vous le souhaitez. Donc, l'idée, c'est que cette boîte à outils puisse être autonome. Donc, on a Cécile et les personnes qui ont contribué à
à l'élaborer, on fait en sorte qu'elle puisse être mobilisable voilà, par tout un chacun. Évidemment, au plus on s'y exerce, au plus on crée des habiletés qui permettent de la faire fonctionner d'une manière satisfaisante. Mais donc, voilà, juste peut-être vous présenter cet outil-là qui n'est pas spécifiquement décrit dans la boîte à outils. Alors, celui-là, il a été, enfin, si ça te va, Cécile, qu'on procède comme ça. Oui, je ne sais pas le temps, si on peut encore prendre un peu de temps ou s'il y a déjà beaucoup de questions, donc ça dépend un peu de ça. Oui, si vous voulez prendre Oui, encore quelques minutes, c'est sûr que on a beaucoup de cliniciens. Peut-être que les gens vont commencer à partir, euh, mais je On sais peut pas si. peut-être laisser la parole un peu aux gens qui sont là oui, et tout à fait, présenter tout à fait. l'outil à la fin, ou je sais pas. Oui, si vous voulez. On n'a pas de questions pour l'instant directement. Il y a Endo Freeman qui m'a adressé un commentaire. Je ne sais pas si Endo était toujours présent, si vous voulez mentionner la question dont tu m'as parlé. Je ne le vois pas. Je ne sais pas s'il est encore dans les. Je le vois plus dans la liste de Oui. participants. Non, c'est ça. Il soulignait qu'il y avait un modèle similaire qu'il utilisait dans ses cours. Là. Endo Freeman est l'ancien responsable de l'accès éthique et santé à l'IDEA, là, mon prédécesseur, puis il utilisait un modèle qui ressemblait beaucoup au vôtre. Ça était identique, mais c'est sûr que Hubert Doucet a marqué quand même beaucoup l'éthique au Québec. Où j'ai une conférence aujourd'hui, justement, il est présent. Là, fait que je passerai le message que son éthique fait des petits jusqu'en Belgique. Mais n'hésitez pas à lui transmettre nos amitiés et il le sait parce on lui en a parlé à plusieurs reprises. Hmm, parfait. Ben, en tout cas, je vais le souligner aujourd'hui quand je vais le voir. Parfait. Mais oui, vous pouvez prendre encore quelques minutes pour présenter les outils restants, si vous voulez. Pour l'instant, je n'ai pas de commentaires ou de questions, mais comme je dis, peut-être, étant donné qu'on a des cliniciens quand même dans la salle, il y a déjà des gens que je vois qui sont partis, là, mais on peut continuer la discussion. D'accord. Alors cet outil-là, on l'a pensé avec un philosophe qui s'appelle Jean-Michel Longniot, qui est professeur à l'université de Namur. Cécile et moi, euh, au tout début du Covid, parce on a essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait humblement aider, ou en tout cas trouver un des chemins pour aider. Et en réalité, on s'est rendu compte que les professionnels se retrouvaient dans des situations parfois intenables avec des injonctions contradictoires. On leur demandait quelque part de faire vivre et de respecter différentes choses, différentes valeurs qui potentiellement pouvaient très difficilement euh, fonctionner ensemble, étaient très difficiles à respecter simultanément. Alors, on a appelé ça apaiser la souffrance éthique. La souffrance éthique, c'est une notion bien connue dans la littérature. On peut également l'appeler, ça renvoie également à la détresse morale, hein, que c'est comme ça que j'ai l'impression que vous appelez souvent ce phénomène-là. Et donc là, l'idée, c'était pas spécialement de se diriger vers une aide à la décision de manière spécifique, mais vraiment de travailler le vécu, le rapport que peuvent avoir les personnes avec une situation de tension importante pour voir comment est-ce qu'elles peuvent essayer de vivre mieux ou autrement et impacter sur le vécu à l'avenir face à des situations qui leur semblaient très problématiques. Alors ici, vous voyez, on l'a pensé un peu sous la forme c'est-à-dire il y a 4 étapes d'un cheminement, et vous voyez avec le graphisme qui a été choisi, ben, le premier personnage, il est complètement écrasé par le poids de son sac à dos. Et puis, au fur et à mesure des étapes, vous voyez, il y en a un qui chemine, il y en a un qui prend un peu de hauteur, et puis le dernier, je ne le vois pas, mais j'ai l'impression que il a l'air d'aller mieux. Je ne le vois pas parce que je me vois au visage. Euh, et donc, la première étape est celle de décrire une situation. Bien souvent, ce qu'on fait, c'est que on est dans un groupe et on dit, voilà, chacun prend une feuille et écrit une situation qui l'a mis en difficulté et il identifie quelque part les émotions qui émergent par rapport à cette situation. Euh, on invite à ce moment-là les personnes
à partager si elles le souhaitent, évidemment, personne n'est obligé. Parfois, il y a des personnes qui rédigent juste la difficulté qu'ils ont rencontrée et qui la partagent pas, et parce que soit ils n'ont pas envie, soit parce que ça leur suffit juste de la rédiger, qui sont aussi là pour écouter les difficultés que d'autres peuvent leur partager. Et rien que le fait de partager cela, ça permet de se rendre compte que ben, d'autres ont aussi des difficultés, parfois sur des situations similaires, et donc on se rend compte qu'on n'est pas seul face à ces difficultés, ou au contraire se dire, ben, tiens, cette personne-là vit ça comme une difficulté, alors que moi, ben, ça ne me pose pas du tout de problème, et donc ça permet d'être à l'écoute, je dirais, d'une autre façon de vivre et de recevoir des situations ou des phénomènes. Et une fois que ceci a été proposé, ce qu'on suggère bien souvent, c'est durant l'étape 2 que ces personnes identifient, parfois en sous-groupe, collectivement ou individuellement, ça dépend un petit peu comment est-ce qu'on souhaite le faire, finalement, quelles ont été pour eux, dans ces émotions, les valeurs qui ont été négligées. En réalité, on se rend compte que partir de l'émotion, on vit tous des émotions, mais c'est très difficile d'accéder à l'émotion de l'autre. Chacun a son propre rapport à l'émotion. En revanche, euh, parler de valeurs qui ont été négligées, c'est quelque chose qui peut être partagé. Et donc, on sort quelque part de la subjectivité et de l'intra-individuel pour passer au niveau de l'inter-individuel, c'est-à-dire des échanges et des choses qu'on peut partager. Donc finalement, derrière chaque difficulté, les émotions qu'on a pu éprouver, bah, finalement, on se rend compte que c'est parce qu'il y a des valeurs qui n'ont pas été respectées. Et donc l'idée, c'est de lister ces différentes valeurs qui n'ont pas été respectées pour essayer d'identifier comment est-ce que on pourrait faire pour que la prochaine fois, ces valeurs qui ont été négligées ou pas respectées le soient moins. Peut-être Cécile, je te laisse poursuivre, je ne veux pas monopoliser la parole, donc je te laisse enchaîner sur la suite. Oui, peut-être pour compléter le point 2 par rapport aux valeurs, dire que en psychologie sociale, on montre l'intérêt de travailler sur les valeurs, parce que si simplement, par exemple, dans un lieu de parole ou dans une intervision, on partage les émotions qu'on a eues, ça va générer la reconnaissance et l'empathie des autres personnes qui sont là, et ça fait du bien, mais ce n'est pas suffisant pour qu'on change de comportement la fois après. Donc on voit que, partager ses valeurs, ses émotions a un effet immédiat mais limité. Mais si on passe à un travail sur les valeurs davantage en profondeur, alors la compréhension qu'on a de ce qui se passe va permettre de prendre une posture différente la fois après. Et donc dans les pistes d'action dont César parlait, donc on va chercher, mais comment aurait-on pu faire autrement? Est-ce qu'il y aurait eu moyen de respecter toutes les valeurs? Ou bien, si c'est pas possible, quelles sont les valeurs qu'on aurait voulu mettre en priorité? Et dans le quatrième point, qui est un peu une synthèse de ce qui s'est passé dans la réunion, on essaye aussi d'inviter les équipes à aller vers la direction, aller vers les responsables, aller même vers les politiques pour dire, voilà ce qu'on a vécu, voilà pour nous ce qui n'a pas été adéquat, ce qu'on veut voir comme changement, parce que parfois les soignants ont tendance à vouloir garder ça un peu confidentiel, on ne va ça peut pas sortir de la réunion, mais finalement ça n'aboutit pas à des changements systémiques si on n'en ramène pas quelque chose, dans la hiérarchie, je dirais. Donc c'est une invitation qui est faite aux soignants de synthétiser ce qui s'est passé pour pour que ça puisse vraiment avoir des conséquences, à un autre niveau. Et peut-être que Est-ce si que on Félix... Ouais, pardon. je t'en prie, vas-y. Je disais, si on a encore un peu de temps, peut-être qu'on peut dire 2 mots de l'outil qui est justement un outil plus québécois que belge. Donc c'est un outil qui a Celui-ci. été construit par, Sylvie Boulian, Pierre Firquet et Suzanne Laurin y a participé aussi. Il y a d'ailleurs un article, qui a été écrit à ce propos-là et qui part d'un triangle tu, il, je, qui lui-même, est un triangle, qu'on a dessiné à partir des écrits de Paul Ricoeur
Et le triangle de l'éthique, il a été développé à l'Université de Montréal dans la supervision des internes. Euh, pour aider les superviseurs et les internes à, à vraiment concrétiser comment l'éthique peut arriver dans leur pratique et comment ils peuvent y faire quelque chose, comment ils peuvent réagir. Donc l'idée, c'est de leur proposer des questions qui peuvent se poser ou de leur proposer ce triangle qui met en scène le patient, hein, le tu, le, pas pour le tutoyer, mais pour avoir un moyen mnémotechnique pour s'y référer. Le il qui parle du contexte, mais aussi de toutes les disciplines dont on va avoir besoin en éthique, comme on l'a déjà vu dans La Rose des Vents, et le je qui engage la responsabilité du soignant. Et ce que Sylvie Bouliane, Suzanne Lorrain et Pierre Furquet ont montré, c'est qu'à certains moments, on pouvait attirer l'attention de l'interne ou du superviseur sur un déséquilibre au niveau du triangle. Et par exemple, on peut voir un interne qui va accepter de faire un examen parce qu'un patient veut absolument avoir un examen complémentaire, alors que peut-être le BM montre bien que cet examen-là ne sert à rien. Donc on va voir que le tu a trop prédominé par rapport au il, ou bien au contraire, on va avoir un interne qui va appliquer les règles de l'EBM de manière assez rigide et ne pas du tout faire attention à l'expérience du patient, à sa propre expérience à lui. Et donc là, il déséquilibre le triangle au profit du il, par exemple. Et c'est un tout petit moyen, c'est quelque chose de simple à utiliser. On a toujours un bout de papier sur lequel on peut dessiner un triangle et essayer de se représenter, tiens, où se passe le déséquilibre dans cette situation-ci et que pourrait-on faire pour rétablir cet équilibre. Donc c'est un outil surtout utilisé en supervision, mais j'entends parfois dans des équipes, quand ils sont par exemple, ils utilisent habituellement la rose des vents, mais tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, moi je voudrais qu'on dessine le fameux triangle parce que je vois qu'il y a quelque chose qui coince à cet endroit-là. Donc voilà, c'est comme le disait César au début, c'est vraiment intéressant de voir comment chacun va jongler avec les outils, va se les approprier et peut-être les modifier à son tour, qui est intéressant. Et alors, oh, pardon, excusez-moi, j'étais trop vite. Oui, restait alors, ici, c'est plus une réflexion sur les compétences pour l'éthique. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une recherche sur la manière dont les étudiants en médecine apprennent l'éthique, en disant: «Nous, on enseigne, mais est-ce qu'eux apprennent?» Et donc c'était pour moi l'occasion d'un mémoire en pédagogie et du coup, j'ai essayé de schématiser un peu, hem le le tu, le il et le je, mais mis à l'envers, puisqu'ici on est centré sur l'apprenant, en fait, et sur les compétences qu'il a à acquérir. Donc voilà, ça je crois qu'il faut chacun un petit peu lire et voir comment ceux qui parmi nous sont dans une démarche d'enseignement ou de transmission peuvent, l'utiliser ou à leur tour le modifier. Et vraiment l'idée c'est le la proposition de Georges Legault, hein, de d'apprendre la démarche éthique comme une démarche vers une liberté responsable, liberté qui est pour moi la dimension de verticalité de l'être humain, de la recherche qu'on a chacun en nous, et responsabilité qui veut dire qu'on ne peut pas délier notre liberté de notre responsabilité envers les autres. Et habituellement, quand je présente ça, je mets une photo d'Inukshuk, parce que pour moi, c'est ce qui montre bien ce croisement entre la dimension verticale et horizontale. Alors, tous ces outils, ils sont accessibles sur le site du Centre Ressort de la Haute École Robert Schuman et ils sont en open access. Donc, vous pouvez vraiment aller les chercher et euh, les mobiliser comme bon vous semble. Par ailleurs, on est toujours demandeur de partage, c'est-à-dire
c'est toujours chouette de savoir ce qu'ils deviennent, dans quel contexte est-ce que vous les mobilisez, si vous les mobilisez, qui vous intéresse, bien entendu. Euh, Parce qu'on croit vraiment que le croisement des pratiques ben, permet à chacun d'évoluer et quelque part d'affiner la façon dont on se rapporte à ces différents outils. Donc voilà, c'est une invitation. Et peut-être, Félix, tu as des questions ou tu peux ouvrir vers des questions. On est vraiment très, très content de cette invitation et je suis très demandeur de ces partages et de ces interactions. Même s'il y a un océan qui nous sépare, la technologie nous permet quand même de pouvoir voilà, partager ces choses-là et plein d'autres. Peut-être dire Parfait. aussi que la licence Open Access, elle permet donc de télécharger les outils, mais aussi de les modifier. Donc, on a choisi une licence qui permet de modifier les outils. Simplement, quand on les modifie, on demande de mentionner l'original et on ne peut pas les vendre, puisque nous, on a voulu que les outils soient gratuits. Ben, la licence, on a prévu aussi que les nouveaux outils ne soient pas vendus non plus. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Ouais, super, ben merci. Voilà. Oui, ben merci pour la présentation, très éclairante, puis c'était bien d'avoir vos deux perspectives sur les outils.